Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à 24 heures du réveillon de Noël, les populations n'ont pas le cœur à la fête à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des régions en guerre depuis 2 ans et demi. Et elle pointe du doigt le manque de moyens financiers et surtout le contexte sécuritaire préoccupant dans une ville autrefois lumineuse. Vous le verrez dans ce journal comment Bamenda a perdu ses lustres d'antan, confronté à être le théâtre d'une violente guerre contre les mouvements séparatistes armés dans cette partie du Cameroun. Y a-t-il un agenda caché derrière la réforme du franc CFA en Afrique de l'Ouest en dépoussiérant cette réforme, cette coopération monétaire nouvelle entre la France et 8 pays d'Afrique de l'Ouest? Des experts ont identifié un statu quo à double tranchant pour la souveraineté économique et monétaire des pays africains de la zone franc entre diagnostic et perspectives économiques. Equinox Télévision vous donne ce soir les clés pour comprendre l'entrée en scène de l'ECO au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et son incidence sur la zone franc dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, les populations sont très peu intéressées par les préparatifs des fêtes de fin d'année. Pourtant, des commerçants essayent tant bien que mal d'exposer des produits et articles qui sont en rapport avec le réveillon de Noël, mais les clients se font rares. Les commerçants déplorent le manque à gagner et là-bas, les populations déplorent le contexte sécuritaire préoccupant et l'insuffisance des moyens financiers pour offrir des jouets et même des repas spéciaux pour Noël aux enfants. C'est le constat que font nos reporters Stella Mbou et Nadine Yambou. Voici le visage de Bamenda dans la région du Nord-Ouest à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Des nuages de poussière recouvrent la ville, exposant les populations à des risques d'infection et autres maladies respiratoires. Les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Un tour fait dans certains quartiers permet de constater qu'aucune décoration annonçant les couleurs de la fête n'est visible. C'est qu'ici à Bamenda, les populations n'ont pas le cœur à la fête. Les opérations de ville morte, imposées par les groupes armés et les attaques sporadiques font régner un climat de peur. La plupart des parents affirment n'avoir pas eu assez de moyens financiers pour offrir le meilleur à leur progéniture. Côté magasins et espaces marchands, l'affluence est plutôt timide. Les étals et autres espaces sont achalandés, mais attendent désespérément acheteurs. Selon les commerçants, la situation sécuritaire en cours dans leur localité a considérablement freiné les activités commerciales. Tous déplorent un manque à gagner. Dans cette mouvance, l'une des couches sociales sévèrement touchées par ce conflit armé, ce sont les personnes vivant avec un handicap. En raison de leurs conditions, elles ont du mal à s'échapper en cas d'attaque. J'ai eu de sérieux problèmes à Bamenda. Il y a eu d'intenses combats entre l'armée et les séparatistes. En fuyant les coups de feu qui résonnaient de toutes parts, je suis tombée et je me suis fracturé une jambe. On m'a conduit à l'hôpital et jusqu'à ce moment, je ne me suis pas toujours remis de ma blessure. Je n'ai pas de CNI. J'ai même eu à dormir dans la brousse, tout seul, à la merci des intempéries et des moustiques. Pour nous, les personnes handicapées, cette crise nous impacte sérieusement. Et nous interpellons ici les pouvoirs publics. En cette veille de fin d'année, ces personnes socialement vulnérables ont reçu un appui financier, des denrées alimentaires et autres produits des élites du village Ngounekou dans la Momo afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes et pour certains de se relancer dans la vie active après la destruction de leurs biens dans les tensions.
Au-delà de la crise anglophone, une épidémie de choléra sévit dans la région du sud-ouest. Selon les autorités sanitaires, déjà 25 morts enregistrés sur près de 325 cas signalés de choléra dans l'une des localités de la région du sud-ouest. C'est du moins ce qui ressort d'un bilan effectué lors de la seconde phase d'évaluation dans les différentes formations sanitaires. À ce propos, je vous invite à suivre les explications du délégué régional de la santé pour la région du sud-ouest, Ebongo Nandje, qui fait le point sur les mesures prises jusqu'ici pour contenir cette épidémie de choléra. Au total, nous avons 327 cas depuis 2 mois et une vingtaine de morts. Ce qui est à notre sens est assez moindre si on comprend la létalité et la mortalité élevée du choléra. Oui, ça c'est notre deuxième descente sur le terrain à Idabato, Bakassi et dans les aires de santé qui sont affectées par le choléra. Et il était question d'aller faire un monitoring, c'est-à-dire un suivi et l'évaluation des efforts, des résultats des efforts qui ont été consentis jusqu'à ce jour, que si les objectifs ont été atteints, et vraiment nous rentrons vraiment comblés, satisfaits de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, ce que nos collaborateurs et nos partenaires sont en train de faire sur le terrain. En l'occurrence, la délégation régionale de la sécurité publique sud-ouest. Dans quelles conditions vont-elles célébrer les fêtes de fin d'année les populations sinistrées de la catastrophe survenue à Bafoussam il y a quelques mois? Elles sont encore nombreuses, qui broient du noir. Malgré les promesses gouvernementales de la recaser, rien n'a véritablement changé dans leur quotidien. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce grand reportage. À notre arrivée sur le site d'hébergement des sinistrés de la catastrophe de Ngouaché, il est 6 h du matin. Ça c'est comme ça le sel que je veux me brosser les dents avec. Ce matin comme ça là. Ça c'est ma torche que j'utilise. Comme il n'y a pas la lumière. Les rescapés logés ici sortent d'une énième nuit dans les profondeurs des ténèbres. Cette lampe artisanale et quelques autres outils servent à l'éclairage dans les chambres. Comment le gouvernement va nous sortir dans les problèmes? Les gens qu'on les a déterrés au sol pour venir encore mettre encore les problèmes sur eux. Nous sommes là comme ça, là, on est couché qu'au sol. Et les fenêtres, ni rien, les moustiques. On vit textuellement ici comme on vit plutôt à la porcherie. Ça. À la suite des tristes événements qui a tout chamboulé dans la vie de ces sinistrés. Même le médecin qui tente de l'hôpital venait demander que comment allez-vous? Comment vous vous portez? Rien jusqu'aujourd'hui. Personne n'est passé. J'ai même tout perdu. 4 enfants avec ma femme, ça fait 5. C'est trop pour moi, donc rien là où je suis là. Mais quand on vient encore me mettre encore dans le noir, que rester dans le noir, là où on m'a d'abord déterré, on vient encore me mettre dans le noir. Vraiment, je réfléchis encore plus. Même le sommeil là, je n'arrive même pas à dormir. Durs sont leurs quotidiens d'être. De la sortie de l'hôpital à leur vécu quotidien. Depuis comme nous sommes sortis à l'hôpital, on nous est porté pour venir lancer ici en disant que notre place est spéciale pour les malades. On est arrivé ici, on nous est sorti, lancé à terre, lancer les choses à terre. On a demandé que bon, allons alors chez le préfet là, prendre les clés comme on a dit. Il nous a dit qu'il est comme ça, ils ont fait que leur travail. Ils démarrent la voiture, s'ils vont partir, ils partent. Nous maintenant par derrière, on entre dans l'obscurité. Finalement, j'ai même cassé ma tête encore. Comme je venais encore de quitter à l'hôpital, comme vous voyez, ce cicatrice-là. J'ai cassé ma tête comme ça dans le même nuit. Parce que je ne voyais pas. Il n'y avait pas la lumière, ni rien, même l'eau même, il n'y a pas. Pour qu'on a un peu goutte d'eau ici, là, il faut qu'on se lève, on marche jusqu'à n'importe qui est fatigué. Avant même de voir quelle eau, le forail, si tu as même la chance de voir un peu l'eau. Et un petit seau de 5 litres, ça nous coûte 50 francs. La nuit comme ça, là, il y a les moustiques. On lance le matelas qu'au sol, on se couche. Ce n'est même pas très bien de dormir ici avec les enfants chaque jour comme ça. Nous, on ne voit pas l'eau, ni charger la lumière, ni des choses de distraction. Sans porte ni fenêtre, ils sont obligés d'affronter toutes les intempéries.
Des familles qui ont perdu le sourire au moment où l'on entre dans les fêtes de fin d'année. Seuls les gestes de générosité et les âmes de bonne volonté pour leur apporter du réconfort. La mission a vu aussi cela lui est dépassé. Comme on est venu nous lancer dans les maisons sans porte, sans rien, la mission a vu cela lui est dépassé maintenant. Il est parti aussi maintenant à son aide. Il nous a acheté le contreplaqué de fermer au moins les fenêtres aveugles. Les êtres vivants ne peuvent pas vivre comme ça, sans porte, sans ouverture, sans sanitaire, sans eau, sans électricité. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui sortent de l'hôpital parce qu'ils ont été blessés par la catastrophe et dont ils sont vraiment atteints psychologiquement et qui se retrouvent dans ces conditions de vie. C'est vraiment déplorable. C'est des mamans qui ont la main sur le cœur, qui sont là vraiment pour aider ces personnes qui sont démunies, désœuvrées, qui sont même des laissés pour compte. Et nous voulons vraiment qu'on puisse essayer de faire quelque chose pour changer leurs conditions de vie, parce que c'est déplorable. Nous aimerions bien que celles des mamans qui voudraient se joindre à nous pour ce combat, je vais dire ça comme ça, parce qu'on voudrait que chacun puisse vivre d'une manière normale. Ce débois qui vient de remettre au centre des débats l'épineuse question du suivi réservé aux victimes des catastrophes au Cameroun. Suivi jusqu'ici jugé calamiteux de la part de nombreux observateurs. Equinox Télévision, à travers son opération Noël en cœur, soutient l'initiative du célèbre journaliste Alain Foka d'offrir un toit à ces victimes de la catastrophe survenue il y a quelques mois à Bafoussam. L'événement se déroule dans le chef-lieu de la région de l'Ouest afin d'amener des âmes sensibles à soutenir ce projet d'Alain Foka avec le soutien, le parrainage également, le soutien médiatique d'Equinox Télévision, une initiative qui vise à offrir un toit à ces victimes de la catastrophe de Ngouaché. Dans le reste de l'actualité, de nombreuses insatisfactions ont été enregistrées après le contentieux préélectoral. Des partis politiques dénoncent une justice à géométrie variable concernant les décisions prises sur des cas litigieux où des partis politiques s'attendaient à avoir gain de cause. D'autres soupçonnent une justice aux ordres, alors que des avocats estiment que la justice n'a fait que son travail concernant ce contentieux préélectoral. Regard croisé des politiques et avocats sur les décisions de justice, leur implication politique. C'est avec Kedjara. Le contentieux préélectoral des législatives et municipales de février 2020 fait débat au sein de l'opinion, mais surtout de la classe politique camerounaise. Invités sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, des hommes politiques, avocats de profession, se sont penchés sur le sujet. Le procès contre Hervé, comme ce n'était pas lui la personne visée. Le SDF a utilisé cette procédure-là comme un prétexte pour pouvoir poser sur la table la question de la double nationalité. Et il fallait trouver le moyen de frapper au cœur du système. En 1997, Mongo Betty s'était présenté, je crois, dans le Nyong-Esso. Parce qu'il faut que je dise. En 1996, dans le Nyong-Esso, il s'était présenté. On a rejeté sa candidature. Et on a disqualifié la candidature du SDF. Disqualifié en lui opposant la double nationalité. Alors on voulait également savoir jusqu'où pouvaient aller les sages du Conseil constitutionnel, s'ils pouvaient respecter la jurisprudence qui est la leur. Parce que voyez-vous, la jurisprudence suppose un minimum de constance. Et malheureusement, au cours de ce contentieux, on s'est rendu compte que les décisions fluctuent. Ce point de vue de Maître Moustapha Ngwana est également partagé par Maître Désiré Sikati, qui en plus soulève la question des enjeux. Lorsqu'on est dans un processus électoral illégitime, illégal, il ne faut pas s'attendre que les instances judiciaires en charge des élections rendent des décisions légitimes et justes. Logiquement, s'il fallait appliquer la jurisprudence de l'ECAM, on devrait disqualifier la liste présentée par le RDPC à Vouri-Est à partir du moment où l'organe en charge des élections, du moins le Conseil constitutionnel, estime que le candidat Hervé Emmanuel Kom ne remplit pas la condition de nationalité camerounaise. On devrait disqualifier. Sauf que, comme Vouri-Est est une circonscription électorale stratégique et fondamentale pour le RDPC, la décision qu'on doit rendre et qui doit être sur le plan de la jurisprudence, qui doit correspondre à celle qu'on a rendue à Goulet-Macon,
c'est pas ce qu'on va rendre. Sur le déroulement du contentieux en lui-même, Maître Simon-Serge Kakiak, lui, affiche sa profonde déception. Au sortir de ce contentieux préélectoral, le sentiment personnel que j'ai eu, et ça a été d'ailleurs le sentiment de beaucoup d'acteurs politiques qui étaient présents, c'est que la justice camerounaise ne semble pas suffisamment prédisposée, outillée à contribuer de manière déterminante à l'amélioration du jeu démocratique dans ce pays. À la fin de l'audience, le sentiment général qui se dégageait, c'était la déception sur tous les visages, où tout le monde a eu l'impression que le tribunal n'a pas dit le droit. Vous comprenez? Dans ce sens que, même des cas les plus évidents, vous avez toujours l'impression que le juge hésite. Il vous dit, non, je n'ai pas envie de prendre cette décision parce que si je le prends, on va considérer que je me suis mixé dans la vie interne des partis politiques. Même les choses les plus évidentes. Maintenant, vous renvoyez tout le monde. Ça veut dire en réalité, c'est comme une espèce de déni de justice. Et cela fait que le désordre et les divisions vont se perpétuer dans ce parti qui ne sortira jamais de l'auberge. Un cas comme celui-là, le juge devait prendre ses responsabilités et dire le droit, constater qu'il y a un camp qui est dans la légalité, l'autre ne l'est pas. Malheureusement, on n'a pas statut. C'est pour ça que tous les recours de l'UPCC ont été rejetés. Aucun n'a prospéré. Aucun. Pour lui, certains magistrats camerounais font dans un déni de la justice. Parce que lorsque les gens formulent des contentieux dans cette matière, c'est généralement sur, par exemple, les décisions de l'ELECAM. Je vous donne le cas de mon parti qui est du PC. Vous ne pouvez pas comprendre que tout le monde, tous les juges le savent parce qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a un camp qui vient avec le procès verbal du Congrès où il a été élu par plus de 3000 délégués. C'est le parti, c'est les militants, c'est la base militante qui a élu. Un autre vient avec un papier du ministre qui désigne un secrétaire général. Un magistrat sérieux va constater qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est dans la légalité, il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'imposition. Maintenant, vous renvoyez tout le monde. Ça veut dire en réalité, c'est comme une espèce de déni de justice. Des magistrats que Maître Désiré Sikati, lui, qualifie quelques minutes plus tard d'un féodie. C'est parce que les magistrats ne sont pas disposés à accompagner les Camerounais dans le processus démocratique. C'est tout simplement qu'eux aussi sont dans un système d'inféodation politique où l'autorité judiciaire n'a plus la liberté de travailler normalement lorsqu'il s'agit de parler des élections. C'est de ça qu'il s'agit, Maître Kaka. Et nous pensons que ce combat qui vise à faire des instances juridictionnelles en charge des élections des vrais organes électoraux. Ce combat-là, ce n'est pas un combat pour un seul parti, le MRC. Ce n'est pas un parti pour un seul groupe de personnes, pour quelques leaders d'opinion. C'est un combat d'intérêt général. Pour tous ces hommes politiques, il faudra que les choses changent afin que le jeu politique au Cameroun puisse se dérouler dans les règles. Concernant ces législatives et municipales prévues en février 2020, après le rejet de certaines listes de l'UPC dans certaines circonscriptions électorales, l'Union des populations du Cameroun est en colère et menace de boycotter ces élections pour dénoncer l'injustice subie et le jeu trouble des pouvoirs publics dans la vie interne d'un parti politique miné par les batailles de positionnement de certaines factions. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. La décision du Conseil constitutionnel de ne réhabiliter qu'une partie des listes de l'UPC sans Sébastien ne passe pas. Une réunion de ce parti politique à Boumiébel vient d'indiquer encore davantage cette colère et surtout le refus de se plier au verdict du Conseil constitutionnel. Nous n'acceptons pas cette décision. Et pour dire qu'on va saisir toutes les hautes instances de ce pays. Et si, davantage, on ne peut pas revoir cette décision, on va se sentir comme exclu de la République et on va agir en tant que tel. Si aucune issue favorable n'est donnée à cette requête, l'UPC indique qu'elle ne participera pas aux municipales et législatives de 2020. On ne peut pas accepter personne qu'on puisse instituer deux secrétaires généraux, dont l'un a un quart, l'autre à 3 quarts. Je peux même dire un cinquième et 4/5. La base veut nous dire, et on va voir maintenant comment on va faire, de ne pas participer à ces élections et d'agir autrement. En attendant, l'Union des populations du Cameroun rappelle que le gouvernement n'a rien à voir
dans le fonctionnement des formations politiques. Le gouvernement n'a rien à faire à l'intérieur d'un parti politique. J'ai été élu, je reste comme ça jusqu'au Congrès et on doit nous remettre dans nos positions. On ne peut pas accepter que c'est les gens qui nous indiquent là où on doit aller au vote et qui doit aller au vote. Le premier parti politique créé au Cameroun indique par ailleurs en quoi consiste exactement la démocratie. La démocratie, c'est de laisser les gens s'exprimer. Et vous divisez que vous avez quel poids. Et vous divisez qui vous donne la capacité de diviser les gens. On va plutôt vers l'unité des populations. Et nous sommes à l'union des populations du Cameroun. En définitive, l'UPC affirme être prête à surmonter tous les écueils pour durer. Quelles que soient les manigances, l'union des populations du Cameroun ne finira jamais. Avec ce coup de sang de l'Union des populations du Cameroun, c'est encore la participation aux élections locales de 2020 qui est menacée de s'effriter davantage. C'est une autre menace constante pour des usagers de la route nationale numéro 5, le transport des produits issus des carrières qui entraîne une chute régulière des gravats sur la route. Déversés sur la chaussée, ces produits rendent la circulation difficile pour des automobilistes en pleine vitesse. Résultat des courses, de nombreux accidents mortels sont souvent enregistrés sur ces axes routiers. Reportage Jacques Molon et Donald Brice Kamgan. Dans cette carrière de l'arrondissement de Ndiomé-Pendja, dans le département du Mungo, des camions chargés sont en position de départ. Puis, voici l'un de ces gros engins. C'est un bon camion. Ces camions transportant des gravats destinés à divers usages roulent allègrement sans aucune bâche de protection. Le fait semble anodin, mais il faut faire la route nationale numéro 5 Douala-Nkonsamba pour prendre la mesure des conséquences. Sur plusieurs mètres de la chaussée, ces engins laissent tomber leur charge au passage, un danger permanent pour les autres véhicules qui glissent régulièrement. Et en plus, les camions Ndjunga qui font de mauvaises conduites et versent les poseurs en route et que nous esquivons même parfois les... Vous voyez par exemple vers Ndjombe en allant vers Mbanga, avec les poseurs qui sont versés partout en route. Leur pare-brise ne peut plus résister. À tout moment, ils ont les pauvres de phares cassés par ces graviers. À tout moment, ils ont des accidents parce que parfois dans les virages, c'est tout versé là, ils n'arrivent même plus à esquiver. Les chutes de gravats sur la voie publique sont à l'origine de la recrudescence des accidents de la circulation sur la route nationale numéro 5. Avec ces derniers mois, un nombre significatif de décès et de blessés. Les riverains du tronçon routier, eux aussi, ne dorment plus que sur une seule oreille, la peur au ventre. À cause de cassis là, les voitures risquent de déraper dessus, nous retrouver à la maison tous les jours. Les mauvais dépassements là-bas, les chauffeurs qui viennent de Douala fuient les côtés pour aller plutôt au côté Avex. Hier même la voiture est entrée ici devant nous. La voiture a dérapé, entrée de l'autre côté là. Nous on n'est pas à l'aise de ce côté. On a versé le gravier pour fermer d'abord le côté là. Dans le département du Mungo, les autorités disent avoir pris la mesure des risques que l'activité de transport des produits de carrière représente pour les usagers de la route. Le préfet appelle l'attention du ministère des Transports, des forces de l'ordre et de sécurité entre autres. Que chaque acteur puisse véritablement jouer son rôle pour que notre département n'enregistre pas d'accidents, pour que cette courbe que nous avons observée ces derniers temps puisse être inversée. Il s'agit d'un travail de tout le monde, un travail de sensibilisation de tous les acteurs. En cette période de fête de fin d'année, marquée par une forte densité du trafic routier, les populations croisent le doigt dans l'attente de l'implémentation des mesures attendues avant le pire. La nouvelle, nous la prenons à l'instant d'un braquage de haut vol qui s'est déroulé dans une boutique de transactions financières via mobile money à Newbel dans le 2e arrondissement de Douala. Les braqueurs au nombre de 3 ont tenté de s'enfuir. Les tirs de sommation n'ont pas découragé les jeunes de ce quartier qui ont foncé sur ces bandits. Ils ont été victimes de vindictes populaires. 2 sont morts sur le champ. Un autre a été conduit à l'hôpital. 2 pistolets ont été saisis par la brigade territoriale de Newbel dans le 2e arrondissement de Douala. La scène s'est déroulée en début de soirée ce lundi.
Parlons à présent du trafic sur les axes routiers dans la région de l'Ouest. Les autorités qui multiplient les actions visant à réduire le nombre d'accidents mortels. Les promoteurs d'agences de transport ont été interpellés sur l'excès de vitesse et le temps de repos des chauffeurs afin de permettre aux voyageurs d'arriver à destination en toute sécurité et voyager en tout confort. Autorités administratives et promoteurs d'agences de voyage ont tenu une réunion de sécurité du côté du département du Bamboutos. Des précisions avec Raphaël Tcheko et Isabelle Carole Zoupet. Au milieu de cette foule en larmes, le corps sans vie d'une femme violemment percutée par un gros porteur alors qu'elle se trouvait sur une moto. L'accident est survenu à la sortie nord-ouest de la ville de Bouda. Le non-respect du code de la route serait la cause de ce drame. C'est là où la moto est poussée. Maintenant, on peut essayer de sauter là-bas. La main dit Des accidents meurtriers de ce genre, causés par l'incivisme des conducteurs, sont régulés sur nos axes routiers. Inquiétés par le nombre de victimes sans cesse croissant, les autorités administratives du département des Bamboutos, dans la région de l'Ouest, ont tenu à contrecarrer les différentes causes en réunissant tous les acteurs du secteur de transport dans le but de les sensibiliser sur le respect du code de la route. Sur les questions pour les organisateurs, de leur rappeler quelques signes de détresse sur la route, quelques signes sur la chaussée et permettre qu'ils soient toujours en éveil, permettre qu'ils aient le sens des responsabilités, qu'ils comprennent que c'est les vies humaines qui transportent et qui devaient être suffisamment aguerris et vigilants. Au-delà d'une réelle prise de conscience qui s'impose de la part des conducteurs, il reste que les pouvoirs publics doivent veiller au bon état du réseau routier, surtout en cette période de fin d'année. En dépoussiérant la réforme du franc CFA annoncée en Côte d'Ivoire, le franc CFA qui deviendra l'écho d'ici 2020, des experts y voient plutôt un statu quo avec une épée à double tranchant, notamment pour la souveraineté économique et monétaire des pays africains de la zone franc. Rien n'a vraiment changé au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'aucuns estiment que la France a décidé de se débarrasser de son costume colonial pour garder une mainmise sur la coopération monétaire entre les pays africains de la zone franc en Afrique de l'Ouest et la France. Explication avec Guy Zogo. La fin du franc CFA et son remplacement par l'ECO dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, retentit comme le résultat des batailles menées ces dernières années, explique l'expert en économie Maurice Simodjom. Il y a 5 ans, une grande fronde est née au sein de l'opinion publique africaine. La jeunesse s'est levée pour dénoncer les ingérences monétaires de la France dans les affaires africaines, dans les affaires plus précisément de 15 pays africains, 6 pays de la CEMAC et 8 pays de l'UEMOA. Donc cette fronde est allée grandissante au fil des 5 dernières années et cela a nui de façon considérable à l'image de marque de la France, non seulement en Afrique, mais surtout en Europe. Selon lui, la France a accepté de lâcher du lest sur la question monétaire pour éviter d'écorner davantage son image. La France a compris que la jeunesse africaine était en train de commettre un ravage important sur son image et a décidé de reculer. La France a fait un pas en cédant sur certains points, notamment du dispositif de la zone franc. Désormais, souligne l'économiste, quelques changements vont intervenir dans le rapport entre la France et les pays de l'UEMOA en matière monétaire. Le premier changement, c'est le nom. La France avait très bien compris que le sigle CFA, qui initialement renvoyait à colonie française d'Afrique, était très péjoratif. Elle a donc décidé de renoncer à ce sigle pour apparaître comme un partenaire et non un colon. Il y a enfin une réforme sur le compte d'opération qui va disparaître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France ne pourra plus être accusée d'avoir attiré les réserves des Africains pour payer sa dette. Toutefois, précise-t-il, bien des permanences perdurent. On se demande pourquoi c'est toujours à la France de garantir la nouvelle monnaie. On se pose également la question de savoir pourquoi la parité va toujours être fixe avec la nouvelle monnaie, alors que les débats au sein de la CEDEAO étaient très houleux
Et la plupart des pays, notamment le Nigeria, étaient contre la parité fixe. Ce qui soulève déjà un tollé face auquel Maurice Simodjom rappelle que la bataille se poursuit. Les grands combats nécessitent beaucoup de patience, beaucoup d'indulgence et de la persévérance. Ce que nous avons obtenu, c'est la victoire, une victoire d'étape. Il est question de continuer de mener ce combat, de présenter la nécessité de la souveraineté monétaire comme étant quelque chose sur laquelle on ne transige pas. Quid de l'Afrique centrale dans ce scénario de la disparition du franc CFA en zone UEMOA? Les lignes vont forcément bouger, indique l'économiste. Il y aura une décision, elle sera très rapide parce que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest est certes différent du franc CFA de la CEMAC, mais c'est la même base idéologique. Donc les problèmes qui ont été résolus dans l'UEMOA persistent au sein de la CEMAC. Il faudra les résoudre. Les résultats de la mission confiée à la BEAC sur le franc CFA lors du sommet extraordinaire de la CEMAC les 21 et 22 novembre dernier à Yaoundé pourraient donc être rendus très rapidement. Restons en Afrique de l'Ouest où une question se pose depuis ce matin. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Attendu à Abidjan ce lundi, Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle, n'a pas atterri sur le sol ivoirien. Ses proches accusent les autorités de ce pays d'avoir empêché son jet privé de se poser à l'aéroport d'Abidjan, le contraignant à se rendre au Ghana. L'autorité ivoirienne de l'aviation civile balaie d'un revers de la main ces accusations. Elle affirme que Guillaume Soro a de son propre chef dérouté son vol vers Accra malgré les assurances données pour son atterrissage en Côte d'Ivoire. La presse internationale croit savoir qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne était également ancien chef rebelle, était en tournée européenne avant d'annoncer son retour en Côte d'Ivoire. L'information sur son mandat d'arrêt n'a pas été confirmée par les proches de Guillaume Soro. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Guillaume Kikbafori Soro détourne son vol vers Accra. Ses proches pourtant ont affirmé dans la mi-journée que la faute était due aux autorités ivoiriennes qui refusaient que son jet privé n'atterrisse à l'aéroport d'Abidjan. Faux, a retorqué l'autorité de l'aviation civile qui estime que toutes les assurances avaient été données au pilote de l'avion du jet privé de Guillaume Soro et que lui-même, de son propre chef, a décidé d'aller atterrir à Accra. Et la presse internationale croit savoir qu'il y a un mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. Sur cet aspect de l'arrêt, du mandat d'arrêt, Guillaume Soro n'a pas encore réagi officiellement. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.